Bonjour, bienvenue pour ce meet-up numéro 4. Donc je m'appelle Pierre Lévy, je travaille à la mairie de Paris, à la direction informatique et télécom. Et donc le meet-up de ce soir va vous présenter, l'aspect de l'UTES concernant la partie assemblage. On a déjà eu plusieurs meet-up. Le premier était une présentation générale et axée un petit peu sur le déploiement. Le deuxième meet-up, c'était une présentation sur le développement même. Alors on n'abordera pas ce sujet ce soir. Et le troisième meet-up, c'était encore une présentation assez générale. Donc l'accent de ce meet-up ce soir, ça sera plus sur la partie assemblage, build, construction. C'est un aspect qu'on n'a pas encore traité en conférence. Donc je commencerai la présentation par un bref historique de l'UTES. Ensuite, je vous présenterai un petit peu les fonctionnalités générales, pour vous situer un petit peu l'UTES dans le paysage des produits de CMS et de portail. Ensuite, je parlerai un petit peu d'architecture générale, vous définir un petit peu comment est constitué l'UTES, le front office, le back office, quels sont les différents types de composants, les notions de plugins, etc. Et après, le point principal aujourd'hui, ça va être la présentation de l'assemblage d'un site LUTES. C'est comment construire un site LUTES à partir d'un ensemble de plugins, comment le faire vivre dans le temps, comment le déployer. Et on essaiera à la fin de faire une petite démo d'un déploiement, l'automatisation d'un déploiement sur une plateforme de PaaS qui s'appelle CloudBees. Donc, premier point, l'historique du projet. Donc, c'est un projet qui a démarré en juin 2001, au moment où la nouvelle mandature de la mairie de Paris s'est mise en place. Ils ont demandé à la direction informatique de créer des sites web pour les mairies d'arrondissement, pour les 20 mairies d'arrondissement. Donc, ils ont demandé des plateformes de publication d'actualités, de newsletters, de forums, enfin, les services généraux qu'on peut trouver sur un site internet. Et ils nous ont demandé donc de mettre à disposition de toutes les mairies la même plateforme avec comme contrainte d'utiliser des logiciels libres. C'était une volonté politique de l'époque et que les outils soient très simples à utiliser parce que les webmestres envisagés à l'époque, c'était des emplois jeunes qui avaient des formations de journalistes, de communicants, mais qui n'avaient pas de compétences HTML. Donc il fallait mettre en place des plateformes qui ne nécessitent aucune compétence particulière en matière de web. Alors nous, à l'époque, pour situer, c'est quand même le début un petit peu de l'open source, etc., le début de la fondation Apache. Nous, on avait en interne, on travaillait pas mal avec des solutions propriétaires. On avait fait une grosse application en Java pour le RMI, qui était basée sur des produits propriétaires. C'était BEA WebLogic et puis Oracle. Mais à côté de ça, on travaillait déjà pas mal avec des produits open source. C'était l'époque où a démarré le portail JetSpeed d'Apache, qui est un portail en Java, et sur lequel on a pas mal travaillé. On avait déjà fait quelques développements spécifiques autour, ce qui nous a donné un petit peu cette compétence sur le développement d'applications de portail, et notamment sur les parties XML, XSL, qui sont une caractéristique importante du projet, sur lesquelles je vais revenir. Donc on a démarré le projet en 2001, dans une période qui ressemble un petit peu à celle d'actuelle, c'est-à-dire qu'une nouvelle équipe se met en place. On a déployé 18 sites au bout de 4 mois, donc le développement a été fait de manière relativement rapide. Et en fait, comme la solution a plu à toutes les mairies d'arrondissement, y compris les mairies d'opposition, les élus ont décidé de reverser dans le libre cette plateforme, de manière à ce que ça puisse resservir à d'autres collectivités. Donc le projet en fait est devenu open source en 2002. Il a été publié sous licence BSD et donc depuis il y a eu un certain nombre de collectivités, d'organisations qui l'ont adopté. J'y reviendrai un petit peu plus tard aussi. Et donc ce qui est important à retenir, donc au moment du démarrage du projet, c'est que dès le début du projet, on a parti sur une architecture de plugins, c'est-à-dire qu'on n'imaginait pas que chaque mairie d'arrondissement ait les mêmes fonctionnalités. Il fallait proposer à chaque mairie des bouquets de services, des applications qui soient un petit peu différentes, personnalisables, etc. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point,
orienté utilisateur, ça j'en ai déjà parlé. Ensuite, séparation, contenu et présentation, c'était aussi dans le cahier des charges, puisque la mairie, par exemple, la direction des affaires culturelles, la direction de la jeunesse et des sports, sont des entités qui sont transverses. Donc si elles publient des informations, il faut que ces informations puissent être publiées sur les différents portails, avec des présentations éventuellement différentes. On n'imaginait pas que toutes les mairies d'arrondissement, pour des sites web, aient la même charte graphique. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup, on a beaucoup travaillé à partir d'XML et d'XSL. Donc les contenus sont gérés en XML et sont transformés à la volée via le XSLT, la technologie de transformation d'XML. Et ensuite, bon, utilisation de formats ouverts et d'open source. Donc ça, c'était dans le cahier des charges. Et petite anecdote, à l'époque, on a démarré sur Tomcat, bon, que tout le monde connaît aujourd'hui, mais Tomcat en 2001, c'était quelque chose qui n'était pas du tout stable. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que à l'époque, ce sont les politiques qui ont assumé le risque technologique. Et il s'est trouvé que en fait, Tomcat est devenu relativement stable, enfin, a tenu le coup dès la mise en production en 2002. Donc voilà. Ensuite, dans l'histoire de l'UTES, il y a une date aussi importante, c'est la date de 2008, où un gros intégrateur français, Atos Worldline pour ne pas le citer, a retenu, après avoir benchmarké plusieurs portails Java, a retenu l'UTES pour le site de Météo France. Et donc le site de Météo France, depuis 2008, alors il a changé récemment, mais depuis 2008 utilisait l'UTES. Et c'est le plus gros site français en termes de trafic. C'est plus d'1 million de visiteurs par jour. Donc c'était une très très belle référence pour l'UTES. Et 2012, aussi une date importante, puisqu'on a un éditeur de progiciels pour les collectivités qui fournit une solution intégrée de facturation et qui a choisi l'UTES comme portail. Et donc aujourd'hui, l'UTES est déployé par le biais de ce progiciel dans plus de 500 collectivités pour des portails de services. Alors le positionnement de l'UTES, aujourd'hui en fait il y a 3 principales fonctions. C'est CMS, hein, c'est un petit peu la fonction d'origine. Portail, ça c'est un peu la dimension aussi Java où on essaye de faire tourner un maximum d'applications à l'intérieur du site. Et enfin Framework, ça c'est un axe sur lequel depuis 5 ans on s'oriente parce que beaucoup de développements spécifiques en interne sont développés sur ce socle-là. Et donc ça sert de boîte à outils. On a déjà toutes les briques d'authentification, un certain nombre les briques de recherche plein texte. Enfin, on voit en fait que beaucoup de CMS maintenant évoluent vers des frameworks. Et pour développer des applications rapidement, des applications métiers, finalement c'est un bon socle pour faire ce type de développement. Alors ça c'est un graphique qui était présenté par l'Inagora en 2009. Bon, c'est peut-être pour positionner l'UTES. On voit en fait sur ce schéma-là que on a 2 mondes un petit peu. On a le monde Java qui est très orienté portail, et puis on a le monde en bleu, et on a le monde PHP qui est en orange, qui est plus orienté sur la gestion de contenu, sur la partie CMS. Donc on est assez à notre avantage hein, sur ce schéma, comme vous le voyez. Disons que voilà, nous on est un petit peu entre les 2 mondes, c'est-à-dire qu'on a toute la partie Java pour les montées en charge, l'intégration d'applications, et on est quand même construit un petit peu comme ce qu'on trouve aujourd'hui sur les portails PHP, avec un modèle de plugin qui est très très ouvert. Alors, qui utilise l'UTES? Bon, c'est un petit tableau qui résume quelques-uns de nos grands utilisateurs et intégrateurs. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de sociétés qui ont fait des développements, qui ont participé un petit peu à l'évolution de l'UTES. Ceux avec lesquels on a beaucoup travaillé, c'est Sopra Group, hein, avec lesquels on a travaillé pendant 8 ans. Voilà.
Les grosses références, c'est Atos Worldline avec Météo France, Géoportail, Thalys et d'autres. Alors vous pouvez aussi regarder un petit peu les métriques du projet qui sont proposées par le site Holo. Je pense que c'est un site que vous devez connaître. C'est un site qui est en fait qui se veut un observatoire de tous les projets open source et qui définissent des métriques qui soient objectives et vérifiables. Donc en fait, à l'origine, c'est des gens de Microsoft qui ont monté ce site et pour donner des indications à des décideurs, donc à des non techniques, sur la viabilité d'un projet. Donc les métriques que le site Holo va extraire des repositories, en fait, c'est l'activité, le nombre de committeurs, l'évolution dans le temps, le niveau de commentaires, en fait tout ce qu'on peut déduire en regardant un Git ou un SVN. Et il publie ça sous la forme de graphiques, de fiches, etc. Donc dans la base Holo, il y a aujourd'hui, je ne sais plus combien, il doit y avoir 500 000 projets. On peut comparer les projets entre eux. C'est un site qui est vraiment intéressant et qui permet de voir si le projet, s'il y a un seul développeur et que le développeur a arrêté depuis 2 ans, bon, ça permet de vérifier ce type de choses. Voilà, Holo, c'est ohloh.net. Alors, l'architecture générale de l'UTES. Donc, pour donner un peu les grandes lignes, donc on a un front office qui est la partie visible des utilisateurs et le back office qui est en fait la partie administration du site. Alors, on a 2 systèmes d'authentification différents. On est sur la partie front office. On a des modules paramétrables, c'est un plugin qui s'appelle MyLutes et pour lequel on a des modules qui sont propres à chaque système d'authentification. Donc on peut faire du LDAP, de la base de données, de l'OpenID, etc. Tout ça, c'est paramétrable. On va choisir le système d'authentification avec lequel on veut travailler. Bien sûr, ça peut changer selon chaque site. Pour le back-office, par contre, c'est un mode d'authentification qui est aujourd'hui, on a 2 modes, mais surtout celui qui est utilisé, c'est le mode base de données. Donc c'est un mode assez simple qui est intégré à l'UTES. Par contre, il est très riche en termes de gestion des permissions, gestion de ressources, des workgroups, etc. Et c'est pour ça aussi qu'on fait un certain nombre d'applications métiers qui utilisent le back-office de l'UTES, parce qu'on a déjà aussi tout ce framework de développement avec des gestions de droits. Enfin, on peut faire des choses très très sophistiquées avec cette partie-là. Alors que sur le front office, par défaut, on ne sait pas avec quel système d'authentification on va travailler, si le système gère des rôles, le rôle c'est la notion minimum, mais gère des groupes, etc. Deuxième aspect assez important entre le front et le back, c'est que le front, aujourd'hui par défaut, dans la version LUTES V5 qui va sortir d'ici quelques jours, on est en Bootstrap 3. Donc Bootstrap, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un framework CSS qui permet de faire du responsive design, c'est-à-dire qui permet de faire des pages HTML qui s'adaptent en fonction de la taille de l'écran sur lequel on les consulte. Donc je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Donc si sur un téléphone, etc., ça va réorganiser les contenus de manière à ce que les contenus restent lisibles. Donc on est sur cette version de Bootstrap sur la partie front. Alors bien sûr, le front, on peut charter, on n'est pas obligé de rester dans du Bootstrap, on peut mettre la charte graphique que l'on veut, c'est le principe. On peut intégrer, il y a des sites LUTES qui ont vraiment des chartes très très différentes. Par contre, le back-office, lui, il est sur une charte qui est gérée par l'UTES. Donc là, aujourd'hui, on utilise une CSS qui est compatible Bootstrap 2, Bootstrap 3. Bon, comme cette CSS, c'est notre propriété, enfin, c'est notre utilisation pour l'instant, on gère cet aspect de compatibilité. Ce qui n'est pas forcément évident parce que bon, Bootstrap, c'est fait par Twitter, et Twitter, ils ont décidé de ne pas faire la 3 compatible avec la 2. Voilà, c'est un choix, mais du coup, c'est difficile un peu de les suivre.
Donc voilà pour ce qu'il faut retenir pour le back-office, c'est qu'on a une charte graphique qui est imposée et qu'on essaye de ne pas la modifier. Donc c'est quelque chose d'assez standard, hein, c'est du Bootstrap. Alors ensuite, donc l'UTES est basé sur une architecture noyau plugin. Donc on a l'UTES Core, c'est le noyau je ne vais pas dire du CMS parce que justement le CMS il est porté par quelques plugins. Donc c'est le noyau de la plateforme. Donc il y a les services de base, de gestion de log, d'accès aux données, enfin toute la partie socle de services. Et ensuite on a tout le reste, c'est des plugins. Donc même le CMS est un plugin, c'est le plugin document qui permet de faire de la gestion de contenu, faire de la production de contenu, publication, workflow de validation, etc. Donc ce qui nous permet par exemple dans le cadre de la mairie de Paris, c'est de déployer des téléservices, des formulaires sans la partie CMS, puisqu'elle n'est pas nécessaire. Donc on a quelques sites par exemple où c'est juste le noyau, plus un ou deux plugins qu'on va rajouter au noyau. Et ensuite, on a la notion de modules. Et les modules sont en fait des plugins de plugins. Donc l'exemple qu'on donne là, par exemple, c'est que pour l'indexation avec le moteur de recherche Solar, on a un module pour indexer les documents. Donc c'est le module document Solar. Donc la notion de plugin, un plugin, c'est un package de composants LUTES, ce qui m'amène à présenter les composants LUTES. Donc LUTES par rapport au portail Java, en portail Java, la notion de composant elle est quasiment exclusivement réservée à ce qui s'appelle un portlet JSR 168. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, il y a une norme dans les portails Java, c'est la notion de portlet. Et en fait, c'est une notion qui est certes importante, mais qui n'est pas suffisante pour arriver à modeler des sites complexes. Et donc nous, de notre expérience, hein, depuis 12 ans, on a besoin d'avoir des notions beaucoup plus fines de composants. Donc au niveau de l'UTES, on a aussi la notion de portlet. Donc le portlet, c'est une brique c'est une zone du portail qu'on peut définir. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Donc c'est une zone de contenu à l'intérieur de la page du portail. Ensuite, on a une notion de page spéciale. C'est des pages qui fonctionnent dans le site, mais qui sont entièrement gérées par une application. Donc ça permet d'intégrer des applications à l'intérieur du portail. Les fonctionnalités d'administration, ça c'est toutes les fonctions de back-office. Les démons, c'est des programmes qui tournent en arrière-plan pour des tâches, par exemple l'envoi de mails, etc. Ça va scruter et ça va envoyer les mails au fur et à mesure, ça va dépiler les mails qui sont en attente. Les link services, en fait j'ai des slides derrière qui présentent les composants, ça sera peut-être un peu plus parlant. Voilà. Donc le portlet, vous voyez une page du site de démo, de l'ancien site de démo. Vous voyez, vous avez 4 portlets qui composent cette page-là. Donc chaque portlet est une fonction différente. Chaque portlet peut être amené par un plugin, c'est-à-dire qu'on peut développer un plugin qui va amener un certain type de portlet. Je vous montrerai aussi un petit peu dans la démo. Bon, les Xpage, ça c'est pour faire des applications, grosso modo, des applications front office. Les admin features, c'est les fonctionnalités de back office. Donc ça, c'est tout ce qu'on va rajouter comme dans les menus du back office pour pouvoir gérer le site. Les daemons. Alors les link services, c'est aussi un composant qui est très particulier à l'UTES, c'est que dans l'éditeur riche que vous avez derrière, en fait, on va rajouter un bouton qui permettra d'intégrer des contenus au sein d'un texte riche. Et cette insertion de contenu,
en cliquant sur le bouton, on a la liste de tous les services d'insertion qui sont proposés par la plateforme. Donc ces services d'insertion, ils sont amenés aussi par des plugins. Donc on a par exemple un service d'insertion de vidéo, ben, c'est un plugin qui va amener son service. À ce moment-là, il apparaîtra dans cette liste-là et quand le webmaster, l'administrateur du site, cliquera sur le bouton, il verra ce service-là apparaître, permettra de choisir sa vidéo et de l'intégrer dans le contenu. Alors les page include, bon ça c'est aussi ça c'est pour faire des trucs un peu tordus dans les pages. Donc des fois on a besoin de faire réapparaître sur certaines pages des contenus un petit peu selon des règles très bizarres. Donc ça permet de faire des insertions de contenu au sein de pages à partir de signets qu'on insère dans le code. Et ensuite on a aussi des servlets et des fils de servlets. Donc ça, c'est dans le monde Java, c'est des choses qui permettent de pré-traiter des requêtes HTTP ou voilà, par exemple pour faire de la redirection d'URL, pour comment dire, tester des caractères illégaux dans les flux de contenu, pour éviter le cross-scripting ou l'injection de JavaScript. Donc tout ça, ça peut être fait par ces composants-là. Et on a un plugin qui permet de faciliter le développement de tous ces composants-là, qui s'appelle Plugin Wizard, et qui vous permet donc de créer assez rapidement tous les fichiers nécessaires à un projet et de générer les principaux composants, donc des portlets, des X-Pages, en tout cas le squelette de ces composants, de le générer très facilement. Alors, je vous propose peut-être de faire une petite démo. Alors, je vous montre un site Lutest de démo là, que j'ai déployé tout à l'heure. Alors, petite démo sur le responsive, par exemple. Là, vous voyez, je réduis la taille de l'écran et automatiquement, il va réagencer les blocs les uns en dessous des autres, garder une police relativement grande pour que ça reste lisible sur des téléphones. Et pareil avec le menu, il va le modifier, le mettre à l'intérieur d'un petit bouton, voilà, pour que ça puisse aussi être consultable sur un téléphone. Donc là, c'est le front office de Lutest. Ici, dans l'instance de démo, vous avez des liens rapides pour accéder au back-office. Donc là, je rentre dans le back-office en tant qu'administrateur. Voilà, alors dans la partie, là j'ai la partie gestion de contenu qui est réservée plutôt au webmaster. Administration du site, ça c'est vraiment on va voir comment créer un bloc sur le site, comment créer des portlets. Application, c'est pareil, gestion des contacts, on a un certain nombre d'applications. Gestion des utilisateurs, ça c'est tous les utilisateurs du front office. Et gestionnaire, ça c'est les utilisateurs du back office. Charte graphique, c'est là où on va gérer tous les templates de mise en page, les feuilles de style XSL notamment aussi pour mettre en forme les différents types de contenus. La partie système, donc, qui est réservée plutôt à l'administrateur, dans laquelle, par exemple, je vais vous montrer la gestion des plugins, vous montrer voilà, que tous les plugins qui sont installés ici. Donc on a Avatar, c'est pour une gestion d'avatar type Gravatar. Child Page, c'est pour afficher des portlets de page fille. Code Wizard, c'est un générateur de code. Ça Contact, c'est un formulaire de contact. Dig-like, c'est un outil qui fait dig, forum, plateforme de vote. Voilà, document, c'est le CMS dont je vous parlais. Extend, ça permet d'étendre toutes les ressources du site avec des extensions type commentaires, notation, comptage du nombre de vues. Voilà, donc je ne vais pas tous vous les passer en vue, mais voilà, vous voyez que
En fait, le socle accepte comme ça un ensemble de plugins. Je ne sais pas combien il y en a, on s'est indiqué sur la page d'accueil normalement. Voilà, il y en a 47. Donc là, sur cette plateforme-là, par exemple, il y a 47 plugins d'installer, donc qui amènent chacun leur fonctionnalité. Donc les plugins qui amènent des fonctionnalités de back-office, ces fonctionnalités-là vont apparaître ici. Et si je vais aller sur la partie administration du site, par exemple. Voilà, si je veux créer une nouvelle rubrique, par exemple, je vais prendre une rubrique HTML texte libre, c'est la plus simple. Titre de la rubrique, je vais mettre Meetup. Je vais mettre le texte école 42. Donc là, vous avez un éditeur WYSIWYG. Voilà, j'ai créé une petite rubrique là-haut. Bon, elle n'est pas très bien placée et tout, mais voilà, c'est pour vous montrer un peu le résultat. Si je vais maintenant sur le site en ligne, voilà, j'ai créé ce petit bloc-là. Alors après, on peut créer, donc là c'est une rubrique HTML texte libre, donc on est libre de mettre ce qu'on veut en termes d'HTML. Mais vous voyez qu'il y avait d'autres types de rubriques, et tous ces autres types de rubriques vous seront amenés par différents plugins. Par exemple, le plugin Form va vous amener un formulaire que vous pouvez mettre en portlet dans votre page. Pareil pour les flux RSS, etc. Donc voilà un petit peu un petit tour de la partie. Je vous montre pas tout parce que il y a quand même beaucoup de fonctionnalités. Ça vous donne juste un petit aperçu un petit peu de la notion de plugin, la notion de portail, de front et de back office. Voilà, là on voit les rubriques du site. Là on a trois portlets. On avait 3 portlets au départ. Donc voilà un petit peu un aperçu de Lutèce. Donc là maintenant je vais rentrer un petit peu dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est la partie assemblage du site. Donc pour positionner aussi Lutèce aujourd'hui nous sert à la mairie de Paris pour faire des sites où il y a une assez grosse partie, ou une proportion importante de développement spécifique. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours des fonctions qui sont liées à notre contexte. Par exemple, ne serait-ce que pour interroger une adresse, il faut se connecter à notre base de référence d'adresse. Enfin, il y a toujours des choses qui sont relativement propres à notre SI, qu'on doit réutiliser, et donc on a besoin de capitaliser sur un nombre de développements qui sont pour beaucoup spécifiques. Donc l'idée pour positionner Lutèce, c'est que Lutèce, il ne faut pas l'utiliser, on ne va pas l'utiliser pour un CMS de base. Par exemple, si on a vraiment un petit site éditorial à faire, vaut mieux prendre WordPress, hein, je vous le dis tout de suite, ça vous gagnerez beaucoup de temps. C'est pas l'objet de Lutèce. Lutèce, son intérêt est vraiment de travailler sur des sites qui sont riches, compliqués et qui intègrent plusieurs projets, dont chaque projet a son cycle de vie et son cycle de maintenance et peut-être même géré par des prestataires différents. Donc la problématique d'un site Lutèce, c'est d'agréger entre 30 et 90 plugins, hein, c'est un peu la moyenne sur nos sites, d'intégrer 30 à 90 plugins, et de faire en sorte que le tout fonctionne correctement, et notamment régler des problèmes de partage de librairie, des problèmes de compatibilité de version, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand on multiplie le nombre de plugins. Donc les problèmes courants, voilà, c'est les versions. On sait qu'en Java, il y a on travaille beaucoup sur des bibliothèques open source qui ont des versions différentes. On a des problèmes de compatibilité déjà rien qu'avec les bibliothèques qu'on utilise.
Et ensuite, après, on peut avoir même des problèmes de compatibilité liés à des versions de l'UTES, puisque vous avez vu entre la version 4 et la version 5 de l'UTES, on a changé de framework, on est passé de Bootstrap 2 Bootstrap 3 par exemple, donc forcément il y a des choses dans le back-office qui peuvent ne plus être compatibles, donc on a aussi des problèmes de compatibilité propres à l'UTES qu'il faut gérer. Alors pour gérer tout ça, la solution, c'est Maven. Donc Maven, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent, c'est un outil qui est quand même très connu dans le monde Java. C'est un outil qui va permettre de faire ce travail de gestion de dépendance et de tirer dans le projet toutes les bibliothèques dans la version qui est compatible pour tout le monde, pour tous les objets du projet. Donc la mécanique de gestion des dépendances de Maven, elle est relativement complexe. Hein. Des fois, on peut mettre des années à comprendre comment Maven fait pour choisir ses bibliothèques. Mais au bout du compte, ça vous garantit que si vous arrivez à faire le build, c'est que l'ensemble des composants sont dans des versions compatibles. Donc ça, c'est très important parce que c'est au cœur de la partie assemblage d'un site. Alors, comment fonctionne Maven? Donc, Maven fonctionne à partir d'un fichier POM, c'est un Project Object Model. Donc, dans ce fichier POM, on va définir la liste des dépendances que l'on va gérer. Alors, les plugins Lutes, par exemple, on va les déclarer dans ce fichier POM pour un site comme des dépendances. Donc, on va dire, c'est un fichier XML, hein. Donc dans ce fichier XML, on va dire je veux le plugin document, je veux son module pour le moteur de recherche Solar, je veux, etc. Je mets cette liste de composants-là. Et après, une fois que ce fichier POM est réalisé, on a les commandes de build de Maven qui permettent de produire l'application et d'assembler tout ça. Donc les deuxièmes types de composants qu'on va avoir dans un projet de site Lutes géré par Maven, c'est une arborescence dans laquelle on va rajouter des fichiers qui vont permettre soit de compléter la web app, soit éventuellement de surcharger certains éléments. Alors je m'explique. Par exemple, vous prenez dans votre fichier POM, vous prenez le cœur de l'UTES, puis un certain nombre de plugins. Ces plugins-là vont arriver avec leur charte par défaut. C'est la charte charte de base de l'UTES. Après, dans votre site, par exemple, le formulaire contact, vous aurez envie peut-être de surcharger un petit peu le template, de modifier, etc. Mais la surcharge du template, la modification du template, vous allez la créer dans ce répertoire-là. Et au moment de l'assemblage, elle viendra remplacer celle qui est par défaut. Donc finalement, l'administration d'un site Lutes, c'est d'une part déclarer toutes les dépendances qu'on a avec les plugins, les composants de base, et ensuite gérer dans une arborescence les éléments qui vont être spécialisés, modifiés, surchargés. Donc du coup, en fait, ce qu'on a à gérer pour un site, c'est un fichier POM, plus après ces surcharges-là. Et je dirais qu'en moyenne, on a, en termes de surcharge, alors j'ai un spécialiste avec moi, on doit avoir en moyenne, je dirais, entre 5 et peut-être 30 fichiers surchargés, peut-être plus pour certains projets. Mais voilà, donc au total, je dirais, c'est une dizaine ou quelques dizaines de fichiers spécialisés. Donc ça, c'est très important pour la maintenance parce que finalement, il n'y a que ces fichiers-là à gérer de version en version. Et tout le reste du site s'appuie sur les versions standards. Alors, parmi ces fichiers, donc, l'objectif de la présentation, je vais revenir peut-être en mode... Voilà, l'objectif de la présentation, c'est de vous donner quand même un certain nombre d'éléments pour démarrer et pour ne pas rester bloqué sur des choses un peu de base. Donc, parmi les fichiers à surcharger, il y en a un qui est quasi obligatoire, c'est celui qui donne les informations de connexion à la base de données.
Donc le fichier s'appelle db.properties et il se trouve dans le répertoire webinfconf. Et dedans, il y a des choses très classiques. Hein, c'est du JDBC. On définit le serveur, le nom du schéma, le nom du user, son password. Voilà. Donc ça, c'est un fichier qui est... Celui-là, vous êtes à peu près sûr de devoir le surcharger. Ensuite, vous avez un fichier config.properties. Donc là, c'est... à voir, il y a quelques petites choses qui sont importantes de configurer, le chemin des logs, l'adresse du serveur mail, des choses comme ça. Le fichier plugin.dat, ça c'est le fichier qui va définir quels sont les plugins qui sont activés ou désactivés et sur quel pool de connexion ils vont travailler. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on définit au moment avant l'installation. On va dans tous les fichiers, dans tous les plugins qu'on a définis dans notre POM, ben on va définir le plugin.dat de manière à ce que on ait déjà préactivé un certain nombre de plugins. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment le kit de démarrage. Ensuite, pour la surcharge, ensuite vient le build. Donc le build avec Maven, là, MVN c'est la commande Maven, va exécuter un clean. Bon, le clean il va remettre à zéro tout le répertoire de construction de Maven. Et ensuite vous avez une commande qui est propre à l'UTES qui s'appelle l'UTES Site Assembly. Et ça va vous faire un assemblage de tous les composants. Avec -p, ça c'est des profils, on peut justement après avoir des builds qui sont différents selon qu'on veut générer une instance pour du dev ou pour de la prod. Typiquement, on va avoir des configs par exemple de log ou de choses comme ça, d'adresses qui sont différentes au moment de la génération selon le profil. Donc un petit schéma là par exemple qui explique un petit peu cette phase de build. Donc à gauche on a la liste de tous les composants qui sont déclarés dans le POM et qu'on va aller rechercher sur un repository Maven. Sur un repository, donc les composants dans le langage Maven ça s'appelle des artefacts. Donc on va aller rechercher tous ces composants dans un repository où ils sont classés par version. Et on va les rapatrier dans la web app. Et en deuxième phase, on va surcharger, appliquer tous les fichiers qui sont dans l'arborescence du projet. Donc vous voyez, ça c'est un exemple de surcharge. Donc là, on a surchargé un fichier de contexte pour le déploiement sur un Tomcat. On a surchargé un fichier de log. On a surchargé le plugin.dat. On a surchargé la partie initialisation de données. Et là, on a deux templates du site pour la partie gestion des statistiques qui ont été surchargés. Donc ça, c'est un exemple de site et je crois que c'est le site de démo. En fait, dans le site de démo, on ne surcharge que ces éléments-là. Tout le reste, c'est l'assemblage des composants de base. Alors, le kit de survie encore, si vous avez un souci, toujours regarder les logs. Normalement, c'est une particularité de Java. Alors, il y a des gens qui détestent Java parce que il y a toujours des exceptions à catcher, etc. C'est très lourd. Alors, par moment, ça a des avantages. C'est que normalement, si les développeurs ont travaillé correctement, vous avez un message d'erreur propre et clair sur le problème que vous avez. Je dis bien si les gens travaillent correctement. Mais en tout cas, voilà, toujours regarder le fichier de log pour essayer de trouver la nature de l'erreur. En général, c'est écrit noir sur blanc. Deuxième possibilité, c'est d'interroger le forum, où je vous ai mis l'URL. Et à ce moment-là, des gens devraient vous répondre. Alors, ensuite, je voulais vous parler un petit peu de la problématique d'assemblage et de déploiement automatisé. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et en tout cas de plus en plus. C'est quelque chose qui est assez récent. Ce sont les plateformes PaaS, c'est Platform as a Service. Donc, c'est intermédiaire entre le SaaS, l'application as a Service, et le IaaS, infrastructure as a Service. Donc, c'est des plateformes en fait qui
qui gère pour vous toute la partie système et middleware. C'est-à-dire qu'elle vous offre déjà un système, bon, c'est en général Linux, et au-dessus, elle vous gère le Tomcat, le MySQL, tout ça est déjà installé, configuré par leur service. Et donc vous, en fait, vous n'avez qu'à vous occuper de votre application. Donc sur une plateforme PaaS, l'avantage c'est que en fait, vous pouvez déployer directement un WAR. Vous n'avez qu'à vous occuper de cette partie-là. Tout le middleware est géré par ces sociétés qui proposent ces plateformes. Donc nous, on travaille pas mal avec la plateforme CloudBees. Donc le principe, alors la particularité de CloudBees aussi, c'est qu'ils sont très orientés développement. Ils ont une offre de service à la fois pour le déploiement d'applications, mais à la fois pour la partie dev. C'est-à-dire qu'ils vous proposent un Git ou un SVN pour gérer votre code, et ensuite un Jenkins pour... CloudBees, ils ont embauché l'auteur de Jenkins. Et aujourd'hui, ils vendent en fait aussi les versions Jenkins Entreprise. Donc Jenkins gère la partie intégration continue, pilotage des builds, et je vous ferai une petite démo. On peut facilement passer, ils offrent à la fois la partie développement et la partie prod, donc du coup, piloté par Jenkins, et on peut automatiser toute la chaîne. Donc leur offre développement, elle s'appelle Dev@Cloud de CloudBees. Donc pour créer un déploiement, un assemblage et un déploiement automatisé, on va créer un job Jenkins. Donc c'est un traitement qui va réaliser un build, et dans lequel on a quelques informations à paramétrer. Donc c'est par exemple où aller chercher le code, donc c'est définir l'URL des sources sur un Git ou sur un SVN. Qu'est-ce qui déclenche le build? On peut intégrer un déclenchement automatique des builds, c'est-à-dire que dès que vous faites un commit ou un push, automatiquement il s'est détecté au niveau de Jenkins, et à ce moment-là, lui il va lancer automatiquement un build, il va redéployer après derrière. J'espère pouvoir vous faire une petite démo parce que c'est vraiment un aspect qui est très sympa. Ensuite, le build lui-même, donc il faut lui expliquer comment builder. Donc dans la partie, dans le job freestyle, là on est obligé d'écrire explicitement qu'on fait un build Maven. Donc on écrit la commande que je vous ai mis tout à l'heure. Et ensuite, à la suite du build, on a la possibilité de déployer sur l'infrastructure CloudBees. Moi, je suis allé assez vite, en fait. Je suis déjà arrivé à la fin de la présentation, à la fin des slides. Alors, je vais vous montrer un petit peu... Je vais vous montrer un petit peu CloudBees. Donc CloudBees, on peut... Alors si on fait... Dans CloudBees, on va déclarer des applications, des bases de données, des repositories, c'est là le Git ou SVN, et des builds. Donc j'ai créé par exemple une application qui s'appelle Meetup. Voilà, donc en fait, là on fonctionne avec l'offre gratuite de CloudBees. Donc c'est des caractéristiques assez légères en termes de serveur, mais ça permet de faire tourner déjà pas mal de choses. Donc vous avez là-dessus, vous avez la possibilité d'accéder à des rapports d'exécution, des rapports sur les requêtes, des logs, voir l'historique des déploiements. Donc ça c'est pratique aussi. Vous pouvez, vous voyez tous les déploiements qui ont été faits. Vous pouvez revenir sur une version précédente de déploiement. Voilà. Et la partie configuration, là, vous pouvez passer facilement en mode payant.
Ensuite, pour les bases de données, bon, ben, on crée sa base de données aussi. Là, on a une base de données Lutèce Meetup que j'ai créée là pour la démo. Les builds, donc ça c'est Jenkins. Et on a les repos. Créer un petit repo SVN avec Meetup. Alors en local, j'ai mon projet site démo. Voilà, donc mon projet site démo, il a, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il a son fichier POM. On va aller regarder ce qu'il y a dedans. Donc là, vous avez les profils. Bon, ça sert pour le déploiement. En fait, j'ai pris la pomme du site de démonstration. On a les repositories, c'est où aller chercher les artefacts Maven. Donc on a un repository pour les versions stables, un repository pour les versions snapshot. Alors les versions snapshot, c'est les versions de travail. Ensuite, la partie importante, c'est la partie dependencies, où là, on va déclarer, voilà, on veut la version du cœur, la 5.0 snapshot, la 5.0 définitive n'est pas encore sortie. Donc là, on travaille avec des versions de travail. Voilà, on va mettre le plugin Code Wizard, le plugin Contact, le plugin Diglac. En fait, là, vous voyez tous les plugins qu'on a vus dans le back-office, dans la partie gestion des plugins. Et grosso modo, c'est tout ce qu'il y a d'important. Donc voilà, vous définissez tous vos plugins ici, en définissant aussi la version dans laquelle vous les voulez. Donc là, ici, quand on utilise le crochet et la parenthèse, ça définit des plages de version. Donc là, quand on est sur le site de démo ou le site d'incubation, on préfère prendre les dernières, donc on laisse ces plages ouvertes. Ça nous permet d'avoir toujours les dernières versions en ligne. Par contre, après, quand on fait de la production, là, quand on veut vraiment maîtriser ce qui est déployé, là, on va prendre les versions stables qui ont été qualifiées, etc. Donc voilà à peu près ce qu'il y a dans un fichier POM. Vous voyez, c'est grosso modo, c'est que des dépendances. On va définir ce qu'on veut intégrer comme composant à l'intérieur du projet. Ensuite, dans la partie web app, là, on va reprendre dans l'arborescence de la web app les fichiers qu'on veut surcharger. Donc là, je vous avais indiqué le DB Properties. Ça, là-dedans, j'ai mis mes identifiants de connexion à la base CloudBees que j'ai créé. Donc, ça, c'est le minimum pour pouvoir se connecter à la base de données. Ensuite, après, on peut ça c'est deux exemples de surcharge. On peut surcharger par exemple le footer du site. PageFrameSet, c'est le template général de la page de site. Donc ça, on peut aller surcharger ces fichiers-là. Donc vous voyez, il y a 3 fichiers là par exemple qui sont surchargés sur ce site-là. Je peux lancer mon build en local, mon assembly en local. Je vais vous le faire. Donc la commande c'est mvn Lutèce site assembly. Alors il vaut mieux faire un clean d'abord qui va bien initialiser le répertoire de travail. Au moins on est sûr qu'on travaille proprement. Voilà, donc voilà comment fonctionne Maven. Alors Maven, ça va chercher toutes les librairies au bon endroit, vérifier, interroger les repositories, etc. C'est très savant. Et à la fin de ce build-là, il va me générer un WAR qui va contenir tous les composants dans les versions que j'ai indiquées,
avec surcharger les fichiers que j'ai créés dans mon arborescence de projet. Bon, là je vais le laisser défiler, hein, c'est un petit peu long parce qu'on va regarder, on va faire la même chose maintenant côté CloudBees. Alors, je vais prendre mon projet, j'ai fait dans Web App. Ah. Bon. Oui, parce que j'ai verrouillé le. Il m'a fait tous. C'est parce que je suis sur le répertoire. Alors, je vais prendre un fichier. Donc là, le PageFrame7, je crois que j'ai fait un petit. J'ai fait une petite modif. Je vais vérifier déjà qu'elle apparaît sur le site. Alors. Voilà, j'ai fait une petite modif là. Alors c'est vraiment un truc raccro. Hein. J'ai mis une petite infobox Bootstrap dans laquelle j'ai mis Meetup École 42. Alors si vous voulez, je modifie le contenu. Donc là j'ai mon. Donc voilà, ça c'est ma petite modif. Alors, je vais modifier, je vais mettre bienvenue à l'école 42. Hop. Voilà. J'enregistre. Ensuite, je vais committer cette modification-là. Donc là, tout ce répertoire-là est contrôlé par SVN. Je vais faire je commit. Je mets un petit message. Donc là, j'envoie mon fichier modifié sur le repository, sur le référentiel SVN de CloudBees. Et quand on va voir dans la partie build derrière, alors, je vais aller sur les builds. C'est un peu long. Bon, c'est pas grave. Je l'ai ici. Voilà, vous avez vu, il y a un job qui vient de démarrer là, sur le numéro 6. Donc il a détecté automatiquement le commit que je viens de faire. On peut aller regarder le déroulement du job. On a une sortie console. Et donc là, on voit qu'il est en train de faire l'assemblage que j'ai fait en local. Il le fait sur son serveur. Donc, CloudBees, dans sa plateforme, fournit toutes les ressources serveurs pour faire ses builds. C'est toujours l'offre DevAtCloud. Voilà, il va aller récupérer les composants dans les repos et faire l'assemblage. Et ensuite, une fois qu'il a assemblé le WAR, il va faire le déploiement sur l'instance. Alors, est-ce qu'on a un build success? Oui, apparemment. Donc voilà, il a terminé l'assemblage du WAR et ensuite il déploie sur l'instance Meetup
créé. Alors voilà l'instance. Alors il y a toujours une petite partie au moment où il déploie, donc une petite interruption sur le site. En général, on a un message activating ou un truc comme ça. Il n'y a pas terminé de déployer. Donc là, vous voyez qu'on a automatisé la partie assemblage et la partie déploiement. Alors typiquement, on peut utiliser ce mécanisme-là. Pour de dev, on peut mettre un trigger sur la partie Jenkins pour qu'il redéploie automatiquement. Et après, une fois qu'on a validé le déploiement, eh bien, il suffit de rejouer la même chose sur la production, mais à ce moment-là, de le lancer manuellement. Une fois que c'est validé, on peut relancer la même commande sur une plateforme de production, il va réassembler et il va déployer. Donc c'est pas mal de travailler avec deux instances. Une qui se met à jour automatiquement et l'autre qui se met à jour à la demande, de manière à bien valider les mises à jour. Alors tout ça, bon là il met un peu de temps, alors il faut... Ah voilà, ça y est, il a terminé. Alors on va voir notre instance Lutèce, voilà, ça commence comme ça. Après on doit avoir un activating qui va arriver bientôt. Donc là il est en train de déréférencer l'instance. Il va en remonter une autre qui va activer. Et on va voir d'ici quelques instants, on va voir là normalement la nouvelle instance déployée et j'espère avec la modification du message que j'ai mis en bas. Alors ce qui est important dans ces mécanismes-là, c'est la sécurité que ça apporte. Vous avez vu, je fais une modif comment dire, d'un petit texte. En fait, comme tout le reste est automatisé et géré, tracé dans le référentiel, etc., on ne prend pas de risque à redéployer quelque chose. Le risque, quand on fait des sites web, c'est de développer des choses à gauche, à droite, de faire l'assemblage soi-même, d'oublier un fichier, etc. Plus on a d'actions manuelles, plus il y a de risques qu'on redéploie quelque chose qui soit pas bon. Là, on voit que tout est contrôlé, tout est dans un repository. Donc si on rejoue, on a toutes les chances d'avoir la même chose. Et on a une traçabilité complète, c'est-à-dire que toutes les modifications sont tracées dans SVN, on peut faire un revert si on a fait une bêtise, après les plateformes comme CloudBees permettent de faire des snapshots de bases de données, vous avez vu, historise aussi tous les déploiements, donc on peut faire facilement un rollback. Donc ce qui permet de gérer de manière très, très rapide des modifications de sites, etc. Parce que les gens vous demandent de modifier un libellé, modifier quelque chose, il faut que ça soit prêt tout de suite. Ben, quand toute votre architecture est basée là-dessus, vous pouvez agir en toute sécurité. C'est-à-dire que là, vous êtes sûr que si vous modifiez le texte, vous n'allez pas vous replanter derrière dans un assemblage que vous allez faire à la main, etc. Là, normalement, vous prenez aucun risque à faire une modif de ce type-là. Voilà. Donc, non, on va pas vérifier. Voilà, alors c'est là où tout le monde applaudit normalement, mais. Donc, voilà, pour vous montrer comment faire un déploiement, un assemblage. Donc, vous avez vu, on a cette web app, c'est 47 plugins, c'est tous contrôlés par leur propre version, leur cycle de vie. Alors on peut aller après sur le site de Lutèce pour vous montrer un peu comment on gère aussi la gestion des versions. Alors toute la partie bug tracker, en fait, on utilise Jira, qui est un outil qui est quand même très utilisé dans le monde open source. Voilà, donc sur le cœur de Lutèce, la roadmap,
on peut aller voir. Voilà, on a la liste de tous les de tous les bugs, l'évolution en cours, et on a ça pour tous les plugins Lutèce. Aujourd'hui, on a 360 plugins, et on a pour chaque plugin a son cycle de vie, ses versions, etc. Ce qui permet de les gérer de manière complètement indépendante les uns des autres, et on les assemble via les mécanismes que je vous ai montrés. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Est-ce que vous avez des questions? Alors je vais faire passer un micro. Non, c'était juste pour savoir, les plugins, c'est la communauté qui les fait ou c'est la mairie de Paris? Alors, très bonne question. Alors aujourd'hui, on va dire que 90% des plugins sont réalisés par la mairie de Paris. Aujourd'hui, on a 200 projets, téléservices, applications, sites qui fonctionnent avec Lutèce. Donc on a un marché intérieur qui est relativement grand, et donc aujourd'hui beaucoup de plugins ont été réalisés par la mairie de Paris. Après, on a des gens qui ont contribué. On a une trentaine de plugins qui viennent de l'extérieur. L'éditeur de Progiciel dont je parlais tout à l'heure, on a reversé 2 récemment, un plugin de paiement en ligne, un plugin de prise de rendez-vous. Atos Worldline nous a reversé pas mal de choses aussi au moment où ils ont fait Météo France. Ils ont reversé des patchs d'optimisation du cœur pour justement gérer les très fortes charges. Voilà, l'Inagora nous a reversé à l'époque aussi une demi-douzaine de plugins. Voilà, aujourd'hui, le gros est fourni par la mairie de Paris, mais l'objectif est vraiment que les gens fournissent et contribuent et amènent leurs plugins. Et pour ça, on a une branche je peux vous montrer un petit peu une vue du SVN dans laquelle on voit donc tout est open source. Et on a une branche dans Lutèce qui s'appelle Contrib. Voilà, où il y a les différents contributeurs aujourd'hui. Donc vous avez Adulac Projet, Accenture, Atos Worldline, CSC, NetActive, Solucom, Sopra Group, Teamnet et Ville de Marseille. La Ville de Marseille utilise aussi Lutèce. Ils ont un plugin d'ailleurs très intéressant qu'ils ont fait développer. C'est un plugin qui permet de faire tourner des applis PHP dans un portail Lutèce. Donc ça, pour les amateurs de PHP, ça peut être intéressant. En fait, ils avaient un certain nombre de petites applis en PHP qu'ils ne voulaient pas refaire. Et en fait, c'est une application Lutèce qui fait une sorte de proxy qui permet de faire tourner l'application PHP à l'intérieur du portail Lutèce. Donc on l'a utilisé. Le plugin s'appelle Web App Container et on l'a utilisé dans certains sites. Voilà, ça c'est les reversements de Teamnet. Donc je vous parlais du paiement en ligne. Donc on a le plugin paiement online et on a 2 modules, les plugins de plugins dont je vous parlais, qui sont le module pour Paybox et l'autre pour SystemPay, qui sont 2 systèmes de paiement en ligne. Donc là, par exemple, quelqu'un qui voudrait intégrer un nouveau système de paiement, il a juste à faire son module pour s'interfacer avec ce plugin-là. Si on regarde voilà, sur la partie portail du repository, c'est vraiment l'activité de tous les courantes sur tous les plugins génériques. On a la partie application. Là, c'est plus des applications métiers pour beaucoup d'applications de la mairie de Paris. Puis on a aussi un bac à sable,
Sandbox, où là on peut mettre des trucs expérimentaux. Voilà, on peut s'amuser à faire des plugins expérimentaux dans cette partie-là. Donc toutes ces parties-là, elles sont ouvertes en fait à tous les contributeurs qui le souhaitent. Hein. Sandbox, on peut l'ouvrir à tout le monde. Après, si les gens veulent publier leurs plugins, on leur ouvre une branche dans le répertoire Contrib et ils peuvent tout à fait fournir leurs plugins à l'intérieur de ça. Et ensuite, s'ils veulent travailler sur des plugins génériques, en fait, notre mode de travail, on a par exemple, avec Sopra, sur qui on a pas mal travaillé, on a des plugins sur lesquels tout le monde intervient dessus. Donc il suffit de donner les droits d'accès et à ce moment-là, on fait des développements partagés. Alors, une autre question, oui. Oui, alors bonjour. Justement, pour rester donc, sur les plugins, tout à l'heure, vous avez parlé du plugin Wizard. Et j'aurais aimé savoir s'il était facile, accessible, s'il pouvait s'intégrer à un IDE ou comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser si jamais, d'ailleurs, il était possible de faire une petite démo de génération de plugins ou de génération de code pour des plugins. Tout à fait. Alors, je vais vous faire une petite démo. Ah, alors ça, c'est... ça devait arriver. En fait, le site de démo qu'on propose, qui est accessible sur le site de l'UTS, c'est un site qui est régénéré toutes les nuits à partir des derniers composants de la veille. Donc c'est pas du tout un site qu'on qualifie et qui est stable et puis qu'on fige pour les besoins de la démo. C'est vraiment une construction dynamique tous les jours. Et autre particularité de ce site, donc il est reconstruit une fois par jour, toute la nuit, et les données sont réinitialisées toutes les 3 heures. Et quand vous faites des démos, en fait, vous avez en général, vous tombez au moment où on réinitialise les données, et ça ne manque jamais. Donc, voilà, j'étais à peu près sûr qu'on allait tomber dessus, mais voilà, c'est la règle des démos. Donc voilà, l'instance vient d'être réinitialisée. Donc c'est le site de démo Lutes auquel vous pouvez accéder à partir du site officiel de Lutes. Hein, c'est frlutes.paris.fr. Donc sur le site officiel, vous pouvez accéder sur démonstration et vous retrouverez sur cette instance-là. Alors comment se présente Plugin Wizard ? Alors, Plugin Wizard, l'idée, c'est il ne s'intègre pas à un IDE. En fait, c'est qu'il va vous créer un plugin, un zip qui va contenir le source et un certain nombre d'éléments concernant tous les composants que vous voulez faire. Alors, par exemple, je vais définir le nom du plugin. On va l'appeler École 42. Pas de chance déjà. Bon, on va l'appeler... on va l'appeler école. Ouais. Voilà. Alors avec une main ça va être difficile. Je vais mettre du texte là. Voilà. Donc on saisit des informations sur les plugins. Là, on va définir les classes métiers qu'on veut gérer dans le plugin. Alors, bon, en général, je sais pas, on prend la classe personne. Voilà. Tous les noms des tables, elles doivent être préfixées par le nom du plugin. Ça, c'est une norme de l'UTS qui est très importante hein, pour pas qu'on ait de conflit entre les plugins. Là, je crée la classe, j'ajoute des attributs. Je vais mettre un ID, voilà, ID personne, voilà, entier, obligatoire, clé primaire, voilà, je vais créer un autre attribut, il faut au minimum 2 attributs, je vais mettre nom, obligatoire, description. Bon, c'est le minimum. Hein. Voilà.
j'ai créé une classe, donc là il va me générer la classe Java, il va générer aussi la partie SQL, il va générer la partie DAO pour accéder à la base SQL. Ensuite, je peux créer ou pas une fonctionnalité d'administration. Alors si je veux en créer une, bah, je lui donne. Ça c'est une fonctionnalité qui va apparaître dans le back-office. Donc je vais mettre gestion. Ouais, gérer l'école 42. Hop. Voilà, il y a un nom technique qui nous est proposé, un code pour les droits, et on peut dire, voilà, dans cette fonction d'administration, j'ai la possibilité qui me génère déjà un CRUD, les fonctions de création, remove, update, delete de l'objet personne. Donc si je coche ici, il va me générer donc les fonctions de base pour gérer l'objet personne. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Là, je peux me créer une application de front office. Pareil, donc je vais lui donner un nom, école, et je peux lui demander aussi de me générer un CRUD pour l'objet personne. Alors j'aurais pu créer plusieurs classes objet métier. Voilà, je passe à l'étape suivante. Si je veux créer un portlet, je peux lui dire voilà, voilà un squelette de portlet avec ces noms-là. Je crée le portlet. Ensuite, est-ce que je veux exposer l'objet personne en web service REST? On va dire oui, allons-y. Hop. Et il me fait un récapitulatif de ce qu'il va générer. Je peux gérer des modèles de génération différents. En fait, derrière, Plugin Wizard est customisable pour gérer plusieurs modèles de développement. C'est à base de templates, etc. Aujourd'hui, on fait des DAO en SQL, mais on peut faire des DAO en JPA, etc. Tout ça, ça peut être customisé dans les templates qu'on fournit à Plugin Wizard. Oui, donc là, on a soit le modèle du test 5.0, donc ça va générer des templates HTML en Bootstrap 3 pour le front. Sinon, ça c'est l'ancien modèle, c'est le modèle historique. Et là, si je clique sur générer, il m'a créé un fichier zip, plugin école, que je vais extraire, je ne sais pas où, moi dans TMP, ça me paraît bien. Voilà. Et donc dans ce fichier-là, j'ai déjà tout un squelette de plugins dans lequel on a le POM. Alors c'est pas tout à fait le même POM que le POM de site qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est un fichier projet Maven, donc là qui sert à construire le composant. Non pas le site, mais le composant. Donc c'est pareil, on a un répertoire web app dans lequel on va avoir tous les répertoires par défaut. Donc dans config, on a un fichier de properties, un fichier de contexte. On a le fichier de description du plugin qui va décrire les composants qui se trouvent à l'intérieur du plugin. Si je vous le montre, voilà, ça donne les informations du plugin. Voilà, on voit que le plugin il contient une admin feature, une Xpage, un portlet. Voilà. On voit le nom, sa version, etc. Donc, on a les feuilles de style pour le portlet, tous les templates HTML. Et si on va à la racine, je vais monter encore au-dessus. Si on fait propriété, on voit qu'il m'a généré 50 fichiers. Et donc dedans, il y a les squelettes de documentation Xdoc au format XML, on a les fichiers de config, on a des XSL, des templates HTML, des classes Java, des scripts SQL pour initialiser la base de données. Donc voilà, le plugin Wizard, c'est vraiment pour faire gagner du temps. Alors c'est pas intégré à un IDE, ça gère des classes métiers à plat, hein, ça gère pas les jointures, etc.
il faut après mettre un peu les mains dedans, mais au moins ça génère du code, déjà un squelette et du code propre, c'est-à-dire que c'est pas du code généré, quoi. C'est avec des noms bizarres, etc. C'est relativement propre pour entrer dedans. Voilà, donc ça après il y a un fichier POM, vous ouvrez ce projet-là dans Eclipse ou dans NetBeans ou dans IntelliJ, il reconnaît automatiquement les composants. Là vous êtes après dans votre IDE, vous êtes à l'aise. Une autre question? Bon, si personne n'a d'autres questions, moi j'en ai une autre. Allez-y. En fait, vous avez parlé d'une gestion de rôle, pareil, en début de séance, et je voulais savoir s'il était possible de modifier, de créer de nouveaux rôles depuis l'interface d'administration de l'UTES, justement, au besoin, par exemple, ou est-ce que c'est des rôles prédéfinis? Alors la gestion des rôles, c'est quelque chose de relativement compliqué. Alors déjà, il y a les rôles front et back qui sont pas les mêmes. En fait, dans le front, on gère la notion minimale qui se gère au niveau des portails Java, c'est-à-dire le rôle. On ne gère que ça. Alors les rôles qui sont les rôles du front qu'on peut définir, ils se définissent dans le back-office. Je vais aller je vais revenir sur la page d'accueil. Donc là, je suis sur le site de démo de l'UTES. Et ici, utilisateur, donc ce que je vous avais dit, c'est utilisateur, c'est les utilisateurs du front. Donc là, par exemple, on voit qu'on a défini, on a des rôles pour le wiki, par exemple. On a 3 rôles, wiki admin, wiki contributeur et wiki private. Voilà, donc on peut définir des rôles dans l'UTES. Après, on peut dire telle page, elle n'est accessible que par les utilisateurs qui disposent de tel rôle. Si je vais dans l'administration du site, là, je vais sur la page, je vais par exemple plan du site, je vais sur la page 1 par exemple. Voilà, cette page, propriété. Je vais dire accès restreint au rôle. Et là, je vais dire cette page-là, par exemple, elle va être accessible que par les administrateurs du wiki. Et donc, si je veux y accéder, on va te demander de m'authentifier et on va regarder si l'utilisateur authentifié dispose du rôle wiki administrateur. Alors après, la problématique des rôles, c'est que selon qu'on travaille avec OpenID, avec un tas de solutions, vous pouvez avoir ou non, récupérer ou non ces rôles-là. Et des fois, il faut mettre en place des systèmes de transcription, de mapping, pour mapper l'utilisateur avec une base de rôle locale, par exemple. Je ne sais pas si ça répond à... Oui, ma question aussi, en fait... était par rapport à la gestion... plutôt pour le front ou le back, parce que je peux pour le front, on va dire. Par exemple, j'imagine aussi qu'on peut gérer les rôles d'accès, enfin les droits d'accès, les rôles d'accès à des portlets et éventuellement donc à des nouveaux plugins qu'on... Tout à fait. Donc les portlets, c'est pareil, on peut dire tel portlet, il est visible des utilisateurs qui ont tel rôle. Par exemple, sur l'intranet de la mairie de Paris, on a une page d'accueil qui est commune à toutes les directions de la ville. Et sur cette page d'accueil, on a un portlet qui va être différent selon les rôles de l'utilisateur. Et un des rôles de l'utilisateur qu'on a décrit dans le système, c'est la direction à laquelle il appartient. Donc en fait sur la page d'accueil elle est commune à tout le monde, sauf une rubrique d'actualité qui elle listera les actualités de la direction, parce que l'utilisateur dans le mode de connexion qu'on a dispose d'un rôle qui contient le nom de sa direction. Merci. Après, c'est vraiment des sujets qui sont complexes, hein, et selon les systèmes d'authentification, par exemple notre intranet, on utilise un serveur CAS qui se connecte à un AD par Kerberos, et on utilise des sessions transparentes Windows, c'est-à-dire que les utilisateurs ne s'identifient pas par un écran de login, ils sont automatiquement identifiés par leur session Windows.
Et derrière, on a un système de gestion d'identité qui est à la fois branché sur l'AD, à la fois sur les RH, et qui permet d'initialiser cette variable qui est transmise dans un rôle et qui contient donc le nom de la direction de l'utilisateur. Moi, je dirais que pour chaque site ou chaque sujet, il y a presque une config différente. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous montre le site de l'UTES. On a aussi un compte Twitter, l'UTES News, voilà, sur lequel on publie régulièrement des informations. On a 2 comptes. On a un compte aussi l'UTES Foundry qui dès qu'on release un plugin, en fait, on tweet le fait que tel plugin a été releasé dans telle version. Donc c'est pas un truc très intéressant, mais voilà, ça donne de l'actualité des releases des plugins. Donc voilà le site de l'UTES, à partir duquel vous pouvez aller sur la démo. Voilà. Ah, si ça je voulais vous le montrer aussi. C'est expérimental. On a rajouté de justesse bêta là sur le site cet après-midi. Tant mieux. Alors ça c'est, vous allez dire bon, c'est sympa de se faire un fichier POM en XML, mais bon c'est un petit peu ardu. Alors ce qu'on va essayer de mettre en place en fait c'est un système où on a déjà des configurations pré-packagées de web app dans lequel on a déjà fait une sélection de plugins. Et donc là, je prends par exemple un site éditorial minimum. Donc il y a une description en langage compréhensible par tout le monde sur le contenu de ce site. Et derrière, on a la liste des plugins qui sont utilisés par ce site, avec leur version. Et ce système, cette plateforme, elle va aller rechercher sur le repository les dernières versions du plugin. Donc là, par exemple, on voit que sur ce site-là, on a une sélection de plugins avec le plugin SEO qui est Search Engine Optimization, c'est tout ce qui est optimisation pour les moteurs de recherche, plugin contact, plugin, je vois mieux un peu ici, extension, gestion des extensions pour pouvoir ajouter des commentaires, des feedbacks, c'est donner votre avis sur la page ou sur un contenu. Réseaux sociaux, c'est pour partager un contenu. Outils Google, c'est notamment pour mettre les stats Google Analytics. Portlet HTML, CAPTCHA, c'est pour sécuriser le formulaire de contact, le moteur de recherche. Donc là, on a vraiment un site de base. On voit déjà que ça fait quand même un certain nombre de plugins. Information système, bon, ça permet d'avoir l'état de la JVM, ça, les informaticiens ils aiment bien. Et gestion des thèmes. Ah, je vous ai pas montré les thèmes aussi, ce qu'on peut faire avec les thèmes Bootstrap. Je vais vous le montrer après. Donc ça c'est une sélection de plugins qu'on a fait, qui se met à jour automatiquement au niveau des versions. Et là vous avez ici télécharger le fichier pom.xml. Et donc voilà, là vous avez le fichier POM correspondant à cette sélection de plugins. Donc là ça fait gagner un peu de temps parce que se faire un fichier POM à la main c'est un petit peu laborieux. Voilà, donc là ça s'appelle l'App Store ou le Web App Store qui permet d'essayer d'aller un peu plus vite dans la construction d'un site. Voilà, on va probablement étoffer cette partie-là. On a la possibilité de faire des sites open data, des sites wiki. Enfin, on va essayer grâce aux futurs étudiants qu'on va accueillir, de compléter cette offre de services sur les web apps toutes prêtes.
Alors oui, je voulais vous montrer la partie Bootstrap. Par exemple, je vais revenir sur le site. Voilà, donc là j'ai ma page d'accueil. Je suis sur l'instance CloudBees. Je vais dans le back-office. Je vais gestion des thèmes. Donc là, on intègre par défaut un certain nombre de chartes qui Bootstrap, qui sont produites quasiment toutes par le site Bootswatch. Et si je prends une charte, on va prendre celle-là par exemple, tout en noir. Alors, chose à faire avant de visualiser le site, c'est de vider les caches. Donc aussi, ça a une particularité du modèle de plugin, c'est que chaque plugin peut embarquer sa propre gestion de cache. Et après, tous les caches sont administrables par une seule interface. Vous pouvez activer, désactiver des caches, voir les clés de cache, etc. Et ça permet de faire des choses assez pointues en termes de gestion de mémoire, d'optimisation, etc. Donc pour avoir la nouvelle charte, il vaut mieux vider les caches. Et là, ça ne s'est pas passé. Alors là, c'est là que tout le monde fait oh. Alors, je vais le faire sur le site de démo. J'aurai peut-être plus de chance. Donc là sur le site de démo. Alors je vais repasser par la page d'accueil, ça va aller plus vite. Non, ça va pas aller plus vite. Alors, bon, je refais un petit essai, mais est-ce que j'ai bien vidé les caches? Non, mais il veut pas. Bon, je suis désolé, il y a quand même quelque chose qui n'a pas marché. On va regarder ça. Je vais reprendre une autre question si vous en avez. Non, bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, si personne ne... Je sais pas. Je peux poser ma question? Oui, allez-y. Les prérequis système, le minimum en fait pour faire tourner un Lutèce justement. Alors, bon, c'est du Java, ça consomme quand même un petit peu de mémoire, mais par contre, Lutèce est quand même relativement peu gourmand. Je dirais, enfin, on arrive à faire tourner des web apps avec 300 mégas. Après, je pense qu'un minimum normal, c'est plutôt 512. Et disons, pour être sûr, prendre 1 giga, là vous êtes... Après, ça dépend quand même beaucoup du nombre de plugins, de la fréquentation, de choses comme ça, mais voilà, on fait tourner du Lutèce sur un Raspberry Pi, ça fonctionne, mais on peut pas... Ça dépend aussi après du volume. Mais là, le minimum peut être assez bas. Même pour le build? Pour builder? Pour builder, alors ça c'est pour builder, on est sur des configs à 512 mégas. Là, c'est lié à Maven parce qu'en fait, Maven quand il build, il va instancier en fait un container avec ses propres ressources pour chaque plugin. Donc, il va consommer beaucoup de mémoire et si on a beaucoup de plugins dans le POM, bah, ça peut demander pas mal de mémoire, y compris pour les rapports. Hein. Maven peut générer des rapports exécuter les tests unitaires, etc. Les rapports, ça peut être assez vite gourmand en mémoire. Donc, je dirais, là encore une fois, pour être tranquille, 1 giga pour
la JVM qui fait tourner Maven, c'est bien. Bon, encore une petite question. Oui, par rapport au SGBD compatible, j'ai cru comprendre que c'est plutôt du MySQL, enfin de ce que j'ai pu voir là, mais je ne sais pas si donc le back-end peut être compatible avec d'autres SGBD ou des NoSQL d'ailleurs. Alors, NoSQL non. Enfin, on peut tout à fait faire un plugin qui accède à sa propre base de données, à son MongoDB ou après, on est sur le cœur lui-même, lui, il fonctionne sur une base de données SQL et on est compatible avec MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server, ça n'a pas été qualifié, et HSQL. En fait, tous nos tests unitaires sur la plateforme d'intégration continue sont faits sur des bases instanciées à la volée en HSQL. Bon. Bah, écoutez, je vous remercie. Et puis, happy Lutèce.